Bien, je voudrais vous présenter M. Touconicheux et Mme Méo, qui vont nous parler du SHD. Ils sont du SHD, Service historique de la défense. Je vous laisse. Bonjour à tous, merci beaucoup en tout cas de nous accueillir ici pour parler de nos projets d'intelligence. Vous avez pas de micro. On va essayer de parler un peu plus fort. Donc moi je me présente, donc Caroline Méo, je travaille au service historique de la défense depuis 3 ans, donc au bureau de la transformation numérique. Et je suis accompagnée de mon collègue François Toucault, que je laisse se présenter. Donc, je m'appelle François Toucault, je suis ingénieur informatique de formation, ingénieur civil de la défense de profession. Je suis le responsable du bureau de la transformation numérique au service historique de la défense. Pour ceux qui ne savent pas, le service historique de la défense, c'est une entité qui dépend du DMCA, anciennement DPMA, et le DPMA dépendant du SGA, du secrétariat général d'administration du ministère des Armées. Donc, le service historique de la défense, je vais parler un peu plus fort. Le service historique de la défense est le centre d'archives du ministère des Armées. Le service historique conserve environ 450 km linéaires d'archives, dont les plus anciennes datent du XVIIe siècle. Il est reparti sur 10 sites, donc nous avons 10 sites en France, et dispose d'une bibliothèque spécialisée dans l'histoire militaire, conservant plus d'1 million d'ouvrages. Cette bibliothèque est également chargée d'homologuer, de répertorier et de rassembler les éléments de la symbolique militaire, notamment les emblèmes, les insignes, tout en contribuant aux travaux relatifs à l'histoire de la défense. Le service historique de la défense est l'héritier d'une longue tradition qui en fait un des plus anciens dépôts d'archives nationaux. Voilà. Mais le service historique de la défense n'est pas qu'un simple dépôt d'archives doublé d'une riche bibliothèque. C'est aussi un organisme voué à la recherche historique, à la valorisation des fonds dont elle conserve. Le bureau de la transformation numérique, j'en parlais tout à l'heure, dont nous avons la responsabilité, exécute depuis quelques années une feuille de route de la transformation numérique. Celle-ci induit de profonds bouleversements dans les archives, et ces bouleversements se situent à plusieurs niveaux. Sur la nature même des supports d'archives, voilà, la question c'est comment préserver l'intégrité et la pérennité des supports d'archives. Donc nous travaillons pour ça. Sur l'organisation des services d'archives, par la définition de nouvelles procédures et de nouveaux outils de collecte, de préservation numérique et d'accès. Sur les métiers d'archives, il est nécessaire de développer de nouvelles compétences numériques sur l'ensemble de la chaîne archivistique, sur la collecte, sur la production des instruments de recherche, sur la préservation et sur la communication. Et enfin, sur les nouveaux usages. Les nouveaux outils numériques entraînent de nouveaux usages et impliquent une relation à l'usager renouvelée. Et donc, tout ce qui est lié aujourd'hui au service en ligne, tout ce qui est lié à l'accessibilité des archives nativement numériques, tout ce qui est lié aux besoins de recherche documentaire, intuitif et moins guidé. Voilà, nous travaillons ces sujets notamment par de nombreuses évolutions effectuées sur le site internet du service historique de la défense depuis 2 années. Donc en lien avec la politique du ministère, celle de répondre aux défis du numérique, depuis 2 années, le service historique de la défense conduit d'importantes évolutions autour de l'offre de nouveaux outils d'aide à la recherche documentaire. Je vous parlais de notre site internet tout à l'heure. Mais investit également dans des projets innovants pour répondre aux défis de l'indexation et de la sémantisation en masse. Afin de faciliter le partage des données et l'ouverture vers l'extérieur, plusieurs dispositifs sont mis en œuvre, notamment celui de l'extraction des données, des images et de mise en qualité de l'information extraite par l'expérimentation des possibilités offertes par l'intelligence artificielle, appliquée au métier des archives, des bibliothèques et de l'information. C'est dans ce contexte que nous avons lancé en début d'année 2021 le projet Registria. Registria est
un projet d'indexation des registres matricules dont le principe est la fouille de texte fondée sur l'intelligence artificielle. Je passe la main à Caroline pour la présentation, l'historique, le contexte, les objectifs et le déroulé du projet Registria. Oui, alors du coup, donc, le projet Registria, c'est un projet qui a été mené au SHD à partir de 2021 et dont l'objectif était la reconnaissance d'écritures manuscrites dans des documents numérisés mais non structurés, dans lesquels on ne pouvait pas faire une recherche par mots-clés dans un moteur de recherche. Et donc voilà, on a souhaité tester ces techniques de l'intelligence artificielle sur les fiches matricules des registres algériens de recensement militaire de la fin du 19e siècle, donc conservés par le service historique de la Défense. Donc ces registres matricules et ces fiches matricules ont été produites par les bureaux de recensement de Oran, Constantine et Alger pour la période comprise entre 1870 et 1918 et regroupent, comme vous pouvez le voir ici, toutes les fiches signalétiques qui contiennent des informations sur le parcours du soldat, donc ses affectations, ses grades, ses unités, ses blessures éventuelles. Et souvent une description physique était très utile à l'époque parce qu'on n'avait pas forcément de photographie et ça permettait d'avoir une idée de la personne. Et donc les hommes se faisaient recenser l'année de leurs 20 ans, ce qui générait la création d'une fiche signalétique de ce type et permettait à l'armée d'avoir une idée du nombre d'hommes mobilisables. Et donc ces fiches sont connues aujourd'hui pour être des sources d'archives de très grand intérêt et notamment dans les recherches généalogiques et toutes les recherches liées aux conflits contemporains, d'où la très forte demande du public d'avoir accès rapidement à ces fiches et aux informations qu'elles contiennent. Et très récemment, ces fiches matricules donc des étrangers qui ont servi la France ont été numérisées par le SHD, ce qui a généré donc une très forte masse de documents numérisés. Mais cependant, même en les mettant tout en ligne, la recherche d'une personne dans toutes ces fiches était très compliquée parce qu'elles n'étaient pas indexées, donc il fallait les regarder une par une avant de trouver justement la personne qu'on voulait retrouver, ce qui était très complexe. Donc face justement à cette masse de documents, on a souhaité tester les techniques de l'intelligence sur un lot de 477 registres matricules, ce qui correspond à peu près à 200 000 fiches numérisées. Donc pour ces départements de Oran, Constantine et Alger, donc pour cette période de la fin du 19e siècle, ce qui correspond à plus d'1 million d'informations à extraire. Donc les objectifs pour nous de cette expérimentation, c'était tout d'abord vraiment de répondre à la demande du citoyen en lui mettant à disposition toutes les archives numérisées, mais aussi des outils pour pouvoir faire la recherche dans toutes ces archives numérisées, et la possibilité de faire une recherche par mots-clés. Et un autre objectif aussi, c'était de gagner du temps sur de la saisie faite par un humain pour relever toutes les informations des documents. Et enfin, pour le SHD, l'objectif c'était de tester l'intelligence artificielle et voir si ça pouvait fonctionner pour reconnaître l'écriture manuscrite dans des documents, surtout de cette période-là où l'écriture n'était pas forcément très lisible. Pour mener à bien ce projet, on a travaillé avec un prestataire spécialisé dans l'intelligence artificielle, avec un projet justement qui s'est déroulé sur 9 mois. Et donc on a demandé, j'avance un peu, on a demandé au prestataire pour chacune de ces fiches d'extraire automatiquement le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, la classe et le numéro matricule, qui sont les éléments qui permettent d'identifier une personne. Alors, vous en doutez bien que cette extraction s'est effectuée sur un environnement de traitement. Donc il y a une phase de conception, une phase de réalisation, puisque nous avons travaillé, comme l'a dit Caroline, avec une start-up spécialisée dans les fouilles de texte. Donc le processus de traitement s'est opéré en 4 phases. Nous avons eu un industriel, nous avons passé un marché ministériel dans les normes, et l'industriel a effectué ce développement-là sur sa plateforme, puisque le ministère ne disposait pas d'une plateforme, ne disposait surtout pas de l'expertise nous permettant de réaliser ce travail en interne. Donc le processus s'est déroulé en 4 phases.
dès que nous avons mis à disposition de cet industriel-là des fiches manuscrites numérisées, il a effectué un premier travail de sérisation, c'est-à-dire de reconnaissance d'images. Et par la suite, il a développé un algorithme, ce que nous appelons aussi intelligence artificielle, c'est du code, c'est du développement. Il a développé un algorithme lui permettant d'identifier déjà les zones à traiter sur la fiche, puisque les fiches sont identiques, et sur les fiches, il y a les zones où il y a les champs d'intérêt à extraire. Il a développé l'algorithme qui puisse faire un travail de segmentation de ces zones-là, c'est-à-dire segmenter la ligne, le mot, le caractère, de reconnaissance du caractère, de suppression de bruit. Nous entendons aussi par bruit toutes les tâches, toutes les ratures et autres imperfections que nous pouvons rencontrer sur une fiche manuscrite. Nous avons mis à disposition de cet industriel un dictionnaire de mots. Alors, ce sont les noms, les prénoms, les lieux de naissance extraits dans ces fonds-là, qu'il a associés à l'algorithme, permettant ainsi à l'intelligence artificielle de vérifier l'exactitude et la cohérence de chaque mot extrait. Donc ça, c'était la deuxième phase. Il y a une troisième phase d'amélioration du modèle à itération, c'est-à-dire une fois que le code est fait, que l'on a fourni à l'intelligence artificielle suffisamment d'objets pour s'entraîner, donc on lance un premier test et on effectue des corrections, ce que j'appelle ici amélioration du modèle par itération. Donc il y a une reconnaissance d'éléments écrits, une recherche, une amélioration, une correction, on refait des tests et on implémente, ainsi de suite. Donc chaque fois, on fournira des fiches supplémentaires à l'algorithme, on refera des tests, on refera du codage pour améliorer et on fera une implémentation. Donc à chaque itération, on s'est rendu compte qu'on avait un taux de conformité intéressant. Alors je reviens quand même sur l'importance du taux de conformité sur tous les projets liés à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle dans tous les projets aujourd'hui, les livrables sont validés quand on a un taux de conformité appréciable. Le taux de conformité ici, c'est un peu le taux d'exactitude, c'est-à-dire j'extrais et je restitue. Quelle est l'égalité entre ce que j'ai pris et ce que je donne? Si on a la même chose, ok, on a un taux de conformité à 100%. S'il y a des manques, on sait évaluer et définir quel taux de conformité est fourni. Si le taux de conformité est inférieur à 60%, ce n'est pas intéressant. Et donc, ce projet vaut à l'échec. Et donc, par itération, nous avons fini par avoir un taux de conformité acceptable d'environ 80 à 85%. Et l'industriel a donc extrait et restitué les différents champs extraits des fichiers et restitués dans des fichiers structurés, des fichiers XML EAD, que nous avons intégrés au site internet et qui nous permettent aujourd'hui, comme le disait Caroline, de faire une recherche par mots-clés sur ces différents champs d'intérêt. Le volet résultats, limites et gains, présenté par Caroline. Oui, on a calculé en fait que si on avait fait cette indexation avec les ressources humaines qu'on a au SHD, donc à la main, il nous aurait fallu une trentaine d'années pour extraire tous les champs compris dans ces 200 000 registres, 200 000 fiches. Et là, en 9 mois, on a des résultats avec un taux de conformité tout à fait acceptable de 85%. Et donc pour affiner ce résultat et justement le rendre le plus conforme possible aux fiches d'origine pour pouvoir les mettre en ligne, un contrôle qualité est forcément nécessaire sur les registres où les champs n'ont pas été extraits de manière complètement conforme. Et cependant, le prestataire nous a indiqué pour chaque livrable des taux, pour chaque registre, des taux de confiance qui nous a permis de pouvoir aller vérifier directement là où il fallait apporter une correction. Donc là, on est encore sur le contrôle qualité de cette expérimentation, mais on a quand même fait le test d'intégrer un livrable au format numérique sur notre site internet pour voir ce que ça pouvait donner et faire une recherche par mots-clés. Donc là, on voit que si par exemple on cherche un nom, donc ici par exemple un prénom Boudina au hasard, on a justement donc, le résultat avec l'affichage de tous les champs extraits, donc le nom, le prénom, la date de naissance, ce qui permet de pouvoir retrouver une personne à partir d'un de ces champs extraits. Juste pour compléter cette partie-là, quand nous opérons la numérisation aujourd'hui, ceux qui font des recherches, toute la numérisation effectuée, là on parle d'un fonds
ce sont des fiches de prisonniers de guerre. Quand ces fonds sont numérisés, ils sont intégrés sur le site Mémoire des hommes. La contrainte, c'est que ce sont des registres. Donc, sur le site Mémoire des hommes, vous aurez un registre, éventuellement toutes les pages, donc il serait difficile d'aller faire une recherche par personne. Voilà. Si la personne se trouve à la page 100, il faudra aller jusqu'à la page 100 pour avoir toutes les informations. Le travail d'extraction que nous faisons via l'intelligence artificielle nous permet ici d'extraire tous les noms, tous les prénoms, etc. et de les mettre dans les fichiers structurés. Et donc, ça, c'est intégré sur le site internet du SHD. Et la fiche que Caroline vient de présenter, celle que vous avez encore à l'écran, ici nous permet de faire cette recherche par mots-clés. Je tape juste le nom de la personne, je l'identifie. Le travail qu'on fera à terme, puisque c'est un procédé qui est en cours de construction, le travail qu'on fera à terme, c'est mettre suffisamment de liens sur la page de cette personne, vous orientant vers le document principal numérisé que vous avez sur le site Mémoire des hommes. Et donc, ça vous permettrait d'avoir la complexité de la recherche ou du document dont vous avez besoin. C'est un peu ça. Et donc, dans le volet perspective et suite du projet, comme le disait Caroline, les preuves du concept Registria ont permis de montrer que grâce à l'intelligence artificielle, il était tout à fait possible d'avoir des résultats concluants. Donc, nous avons un taux de conformité de 85%. Via le contrôle qualité, comme le disait, le contrôle qualité ici, c'est l'humain qui se substitue à la machine. Malheureusement, pour le coup, on n'a pas le choix. C'est l'humain qui se substitue parce qu'un travail pendant la réalisation nous a permis de mapper tous les champs qui avaient un taux de conformité pas acceptable. C'est-à-dire la machine a su nous indiquer à chaque endroit de la fiche qu'ici c'était bon ou que là c'était pas bon. Et donc quand l'humain va faire ce traitement de 15% restant, il sait exactement où aller opérer des modifications. Et là, ça se fait aussi sur la plateforme de l'industriel. Donc, nous, on opère juste la modification et la machine reprend le service et rembobine tout et nous fournit un taux de conformité à 100%. Donc là, on a pu en 9 mois traiter 200 000 fiches pour un taux de conformité de 100%. Alors, quelques préalables quand même à la bonne extraction de ces champs. Le premier préalable, c'est les fonds numérisés utilisés doivent présenter un même formalisme. C'est-à-dire, nous devons avoir des fichiers issus d'un même fonds, parce que quand on passe d'un fonds à un autre, les prérequis ne sont pas les mêmes, et donc l'algorithme ne se retrouve pas. Il faut l'actualiser, c'est tout un travail. La numérisation de ces fonds doit être exemplaire aussi. Quand vous avez une numérisation de meilleure qualité, avec un taux de résolution de bonne qualité, la machine sait aussi aller retrouver, un peu comme l'humain, on fait une mauvaise numérisation floue, un peu sombre, il est difficile pour nous de dissocier les mots. Voilà. Donc, fort de cette réussite, nous avons commencé une phase d'exploitation, de production à l'échelle sur d'autres projets. Donc, nous sommes passés vraiment à l'étape supérieure. Aujourd'hui, nous avons un algorithme qui sait faire ce travail-là, donc on produit. Notamment sur le projet Maritime IA, qui est en cours de traitement. Alors, il s'agit ici, pour le projet Maritime IA, des fonds de l'instruction maritime sur lesquels nous appliquons les mêmes techniques de fouille de test à partir des registres numériques, matricules, des gens de mer pour les quartiers de Bretagne Sud. L'ensemble de ces registres correspondent à plus de 180 000 vues numérisées. Ces registres renferment, pour la période allant du 18e au 20e siècle, toute la vie marin, civil et militaire, toute la vie du marin, civil et militaire. Mousse, novices, marins, vétérans, vécus au milieu des grands traumatismes tels que les guerres et les tempêtes. Ces documents intéressent notamment les amateurs d'histoire, les férus de la généalogie, les chercheurs attirés par la vie maritime ou l'histoire sociale. Alors, l'intelligence artificielle et la reconnaissance d'écriture manuscrite ouvrent donc de nombreuses perspectives dans le domaine de l'indexation automatique et de la mise à disposition des données sur Internet au plus grand nombre, au grand public. Donc oui, je rebondis sur ce que disait François pour le projet Maritimia. Donc les registres, comme vous pouvez le voir à l'écran, des gens de la mer présentent un très grand intérêt aussi pour l'histoire sociale, économique des quartiers de recensement. Ça fonctionnait par quartier, mais aussi pour l'histoire individuelle des marins, si vous avez un ancêtre qui a été marin par exemple. Et ces registres permettaient vraiment de recenser et d'enregistrer tous les marins, quelle que soit leur fonction ou leur grade, et permettaient de suivre leur carrière. Donc ces enregistrements étaient effectivement gérés par quartier, par les administrateurs de la marine depuis le XVIIe siècle, selon la zone géographique de naissance du marin.
Et donc ce dernier était identifié selon sa fonction, par exemple mousse, capitaine, novice, ou encore selon son âge. Et donc chaque matricule, chaque notice individuelle comprise dans ces registres contenait l'immatriculation du marin, donc son numéro matricule qui permettait justement de l'identifier, la date d'inscription et les références de son ancien matricule si jamais il avait changé de grade au cours de sa carrière, les éléments d'identité du marin et aussi souvent une description physique, ce qui est très intéressant aussi, des informations sur sa situation familiale et notamment le nom de son père et de sa mère, parce qu'il y avait pas mal d'homonymes, donc ça permet aujourd'hui d'identifier avec plus de précision une personne, et toutes les données sur sa situation militaire, judiciaire et disciplinaire. Et donc on avait tous les mouvements de sa carrière compris dans ces registres, tous ses débarquements, ses embarquements, avec la date, les dates d'embarquement, les noms des navires qu'ils avaient pu emprunter. Et donc les champs qu'on a souhaité extraire pour ce nouveau projet sont effectivement le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, son adresse, son numéro matricule et son numéro de folio qui permettent de retrouver précisément la fiche numérisée en question. Et comme je le disais tout à l'heure, le nom de ses parents pour pouvoir vraiment l'identifier. Et donc pour l'instant, on n'a pas encore, comme on vient de débuter le projet et l'extraction automatique, on n'a pas encore de recul sur les résultats. Mais l'objectif, c'est exactement le même que pour le projet que vous a présenté Registria, c'est d'avoir des fichiers numériques avec tous les champs extraits pour pouvoir le mettre en ligne sur notre site internet et faire une recherche à partir d'un des champs extraits et pouvoir avoir immédiatement la fiche et toutes les informations sur le marin en question. Donc là, on attend de voir les résultats, mais on est plutôt confiant suite aux résultats du projet précédent qui avait un taux de conformité assez appréciable. Donc, juste pour rebondir, c'est vrai qu'on attend de l'industriel, mais on sait déjà d'entrée que le taux de conformité est acceptable. C'est-à-dire que en utilisant l'algorithme initial et en opérant des traitements de codage appropriés, on a déjà un taux de conformité acceptable. Donc, nous entendons aussi par taux de conformité acceptable, un taux de conformité supérieur à 80%. Donc ça, c'est déjà bon signe déjà. Et par la suite, éventuellement, on verra si c'est du 90 ou du 95, ce serait très bien. On aura forcément un travail de contrôle qualité à faire aussi, qui pourra être de l'ordre de 5 ou de 10% selon les résultats de taux de conformité proposés par la machine. Donc le projet est toujours en cours. Il est censé s'achever en juillet-août 2023. C'est un projet sur un an. Voilà, donc pour conclure, tous ces projets nous ont permis d'envisager un passage à plus grande échelle sur tous nos documents d'archives de ces techniques de l'intelligence artificielle pour gagner du temps justement sur l'indexation et pouvoir mettre à disposition du public plus facilement et plus rapidement toutes les données et notamment les données individuelles pour faire des recherches historiques sur les ancêtres par exemple. Voilà. Donc, ce sont des projets plutôt très intéressants. C'est vrai qu'on vous a parlé de Maritime IA. On vous parlera également d'Archive IA, qui sont des projets sur lesquels nous travaillons aussi. Toutes ces déclinaisons-là sont liées au fond. Maritime IA pour inscription maritime, Registria pour registre immatricule. Voilà, donc des fonds, nous en avons à disposition. Des fonds numérisés, nous en avons aussi à disposition. Et donc, c'est plus une politique ministérielle aujourd'hui que d'accepter le financement de telles procédures, de tels types d'extraction. C'est un peu coûteux. Heureusement, sur le marché, il y a de plus en plus d'acteurs et donc on a des offres de plus en plus intéressantes. Et nous espérons l'année prochaine lancer un marché pluriannuel plutôt que de lancer chaque fois un marché d'une année. Lancer un marché pluriannuel sur 2, 3 ou 4 années, nous permettant là vraiment de nous engager sur un traitement de fonds bien plus important que ce que nous avons fait jusqu'ici. Voilà. Donc nous vous remercions et si vous avez des questions, sommes à votre disposition pour d'éventuelles questions. Je vous en prie. Oui, vous avez parlé des registres matricules, mais quels sont ces registres matricules par rapport à ceux qu'on a déjà dans les archives départementales? Ça veut dire quels sont les registres qui ne sont pas dans
archives départementales. Alors en fait, nous, au SHD, on conserve tous les registres matricules des anciennes colonies françaises et des étrangers qui ont servi la France, contrairement aux archives départementales qui conservent les registres matricules des Français. Voilà, c'est la seule différence. Et donc, nous, on n'a pas du tout les registres matricules des personnes nées en France de nationalité française, mais on va avoir tout ce qui est Algérie, Tunisie, Maroc. Donc voilà, c'est ça la différence en fait. D'accord. Et ce que vous avez fait est déjà accessible? Alors, une partie de ces registres sont en ligne sur Mémoire des Hommes. Et par contre, les fichiers d'indexation sur lesquels on a travaillé, comme on est encore sur le contrôle qualité pour être sûr d'avoir un taux à 100%, ils ne sont pas encore en ligne, mais voilà, ils le seront prochainement, c'est notre objectif. Votre délai, en gros. Juste une précision avant de répondre à votre question. Juste une précision. Le POC ici concernait 200 000 fiches. 200 000 fiches, c'est juste une partie du fonds. Ouais. Voilà. Petite, donc je vous ai dit, c'est vrai qu'aujourd'hui nous valorisons ce travail-là, mais ce qu'il faut voir derrière, c'est tout le travail d'archive qui est fait. C'est-à-dire tout le travail de collecte, de traitement, de conservation, de numérisation, parce que c'est un coût énorme, hein, la numérisation. Beaucoup de ces registres ne sont pas encore numérisés, donc il faut déjà les numériser. Ensuite, lancer ces opérations de traitement via l'intelligence artificielle. Donc, c'est juste un échantillon du fond qui a été traité. Maintenant, c'est un échantillon, dès qu'on aura, comme le disait Caroline, un taux de conformité acceptable à 100%, dès qu'on aura les livres à la disposition, on les intégrera sur le site internet. Et par la suite, il faudra poursuivre l'action sur l'ensemble du fonds pour avoir l'ensemble des données disponibles au grand public sur les différents sites internet. Donc, pour répondre à votre question. Le délai, vous estimez que vous allez avoir combien de temps pour que ce soit. Voilà, donc ma question répond un peu ma réponse reprend un peu à votre question. Les délais, c'est un peu compliqué. Comme je dis, c'est un échantillon. Ouais. On peut vous donner éventuellement une prévision pour la mise en ligne de cet échantillon-là. Ouais. On peut partir sur fin 2023. Voilà, en fin 2023, sûrement les registres matricules seront, les 200 000 fiches seront sur le site internet. Voilà. Okay. Maintenant, pour ce qui est du reste, je vous dis, c'est toute une politique, c'est tout un financement, ce sont des appels à projets, c'est bien plus compliqué. Et ces 200 000 par rapport au fonds, ça représente combien? 1%, 10%? Ça représente, alors j'ai pas le chiffre exact en tête, mais ça doit être de l'ordre de entre 5 et 10%. Voilà. C'est une petite partie, mais ça permettait de faire un test justement au moins sur un fonds délimité. Voilà, c'était l'objectif. Pardon? Je dis c'est une île dans la mer. Ah oui. Bon. La Bretagne du Nord après. Mais écoutez, nous sommes déjà ravis qu'il y ait une prise en compte du financement de ces projets de transformation numérique là. Je rappelle qu'il y a 3 années, le volet numérisation n'était pas du tout pourvu au ministère des Armées. Hein. Voilà. On est passé déjà à la numérisation en masse, ça on est financé chaque année et on est financé de plus en plus sur ce type de projet-là. Donc c'est vraiment une volonté, une orientation politique, mais je pense que de plus en plus aujourd'hui, les autorités le font. On l'a encore vu sur les différents fonds d'Algérie, c'est un peu l'actualité, qui seront probablement numérisés, etc. Donc ce sont des marchés très coûteux, qui se chiffrent toujours à des millions d'euros, hein, et voilà. Donc on espère que la dynamique sera toujours la même, mais on est plutôt sur une bonne pente là. Y compris pour Maritimia? Y compris pour Maritimia, justement. Ouais. Mais avant qu'on en arrive au contrôle des troupes, à la numérisation du contrôle des troupes, il y a encore pas mal d'années en attente, je pense. Alors, tout est une question de moyens, d'événements aussi. Voilà, Maritimia aujourd'hui, l'inscription maritime est liée à un événement. Registria est aussi lié à un événement. Tout est lié à la symbolique aussi. Et parfois on sort sur un événement pour demander un financement et puis derrière. Sachant qu'il y a déjà un bon travail de fait pour les contrôles des fonds. Oui. Pour l'ancien régime, ça a été numérisé. Mais pas indexé encore. Pas indexé. Mais on aimerait par quelques particuliers. Voilà, c'est ça, exactement. Mais pas à grosse échelle. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excusez-moi, alors, je pose une question.
le SHD n'envisage pas d'acquérir ces connaissances pour pouvoir faire ce travail en se passant de prestataires extérieurs. Disons que c'est pas la nature de nos fonctions. Voilà. Oui. Moi, je suis responsable conduite projet. Caroline est responsable métier et fonctionnel. Les techniques restent Alors, du domaine de... Non, même pas. Moi, j'ai une charge technique, elle a une charge beaucoup plus métier et fonctionnel, mais notre travail, c'est d'accompagner le projet ministériel. Ça veut dire que le projet, on l'initie parce que le besoin on a, et on cherche un industriel pour le faire. Nous n'avons pas l'expertise technique, métier on l'a, il n'y a pas de souci. Hein. L'expertise technique aujourd'hui nous permettant de faire ce travail-là. Ça suppose d'avoir des ingénieurs en data science, ça suppose d'avoir des codeurs, voilà, ça malheureusement on n'a pas. Et c'est pas la politique ministérielle non plus. Oui, parce que vous pourriez, si c'était une décision... Mais bien sûr, nous avons d'ailleurs, dans le cadre de nos démarches, nous avons sollicité un comité ministériel qui finance des projets innovants. Et nous avons présenté un dossier dans le cadre de ces projets basés sur l'intelligence artificielle. Le but était de demander au ministère de nous mettre à disposition une plateforme ministérielle nous permettant déjà d'héberger cette structure de traitement, primo, et secondo, de financer un industriel qui nous permettrait de monter en puissance. C'est-à-dire, la plateforme serait chez nous, l'industriel viendrait travailler chez nous avec nos équipes. Et l'algorithme développé serait le nôtre. Voilà, donc ça permettra à ces équipes-là de monter en puissance, etc. Cela suppose avoir des équipes déjà disponibles, ce que nous n'avons pas. Cela supposerait aussi avoir une plateforme accessible. Les plateformes ministérielles, surtout ceux du ministère, celles du ministère des Armées, sont des plateformes très restrictives, contraintes techniques, sécurité l'obligeant. Et donc, malheureusement, le projet a été, il a semblé très prématuré pour le ministère de se lancer dans ce type de développement-là pour l'instant. Donc, espérons tout simplement que dans 2, 3 ou 4 ou 5 années, ce serait le bon moment. Mais en attendant, on travaille avec cet industriel-là et nous sommes plutôt satisfaits des résultats, des livrables qu'il nous propose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il me reste à vous remercier. Merci pour votre participation.